Comment votre père traitait-il les femmes? Mon père exigeait que toutes les femmes de la maison demandent la permission pour chaque action, car, selon lui, les hommes naissaient avec l'autorité et les femmes pour obéir. Tout a commencé quand j'avais 10 ans, après que ma mère ait répondu au téléphone sans sa permission. Papa l'a plaqué contre le mur et a annoncé de nouvelles règles. Toute femme avait besoin de son approbation pour tout. Mon frère aîné, Tracy, regardait du canapé, ne levant même pas les yeux de son jeu vidéo. Cette première nuit, j'ai tendu la main pour prendre ma fourchette au dîner et papa m'a agrippé le poignet si fort que j'en ai eu un bleu. « As-tu demandé la permission ?» a-t-il exigé. J'ai dû demander la permission pour manger pendant que Tracy se servait une deuxième portion sans dire un mot. Mon plus jeune frère, Ryan, a même ri quand maman a dû demander la permission de se lever de table. Les règles s'étendaient chaque jour, mais uniquement pour nous. Nous avions besoin de permission pour aller aux toilettes, nous habiller ou parler, à moins qu'on ne nous adresse la parole. Mes frères allaient et venaient librement, mangeaient quand ils avaient faim et parlaient quand ils le voulaient. Tracy allait au réfrigérateur et prenait ce qu'il voulait, tandis que je restais debout 20 minutes à mendier pour un verre d'eau. Ryan a rapidement appris à tirer profit de la situation et mangeait des biscuits devant moi pendant que j'attendais l'approbation de papa pour en avoir un seul. « Les filles n'ont de toute façon pas besoin de beaucoup de nourriture », disait souvent papa, refusant la plupart de mes demandes tout en disant à mes frères qu'ils devaient prendre du volume. Je ne pouvais même pas fonctionner normalement à l'école, car je savais que mes frères rapporteraient tout ce que je faisais à papa. Quand je suis allée aux toilettes pendant le cours de mathématiques, Ryan m'a vue dans le couloir. Cette nuit-là, papa m'a fait rester debout dans un coin pendant 6 heures, les bras levés au-dessus de ma tête, pendant que mes frères jouaient à la Xbox sur le canapé. Chaque fois que je baissais les bras, il ajoutait 1 heure. Tracy a même mis son jeu en pause pour me regarder souffrir. « Voilà ce qui arrive aux femmes qui oublient leur place », a dit papa. « Souviens-toi de ça quand tu auras une femme. » Maman a essayé d'obtenir de l'aide lors d'un voyage au supermarché qui lui avait été autorisé, mais papa avait monté tout le village contre nous. Lorsque le caissier a remis à papa la note qu'elle lui avait glissée, il a rasé la tête de maman cette nuit-là en guise de punition. Mon frère était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs pendant que papa passait la tondeuse sur le crâne de ma mère. « Votre mère a pensé qu'elle pouvait prendre des décisions sans moi, » a-t-il expliqué. « Mais les cerveaux des femmes ne sont pas faits pour penser. » Ryan a demandé s'il pouvait aider à la raser et papa lui a permis de raser l'arrière de sa tête. Une nuit, ma sœur a grimpé par la fenêtre, mais les alarmes ont sonné. Papa l'a traînée à l'intérieur et l'a enfermée au sous-sol pendant 3 jours sans nourriture. Pendant ces 3 jours, il nous a forcés, ma mère et moi, à servir des repas élaborés à mes frères, leur expliquant que c'était notre but naturel. Tracy a commencé à nous appeler les servantes et papa ne l'a jamais corrigé. Ryan créait délibérément du désordre pour que nous le nettoyions sans permission, puis nous accusait de mouvements non autorisés. Les punitions sont devenues créatives et mes frères aidaient souvent à les choisir. Parler sans permission signifiait du ruban adhésif sur la bouche pendant des jours. Tracy a suggéré de me scotcher des maniques aux mains quand je me suis grattée sans demander la permission. Pendant 1 semaine, je n'ai rien pu faire par moi-même et j'ai dû supplier mon père ou mes frères pour me nourrir. Ryan trouvait ça hilarant de faire semblant de ne pas entendre mes demandes. Même Tracy a commencé à être mal à l'aise quand je pleurais de faim, mais il n'a jamais rien dit. Mon plus jeune frère est devenu l'exécuteur de papa, nous surveillant pour des infractions et tout rapportant. Il documentait quand les mains de ma mère tremblaient sans permission ou quand ma sœur clignait des yeux trop souvent. Papa lui donnait 5 $ pour chaque infraction qu'il détectait. Ryan achetait des jeux vidéo avec l'argent qu'il gagnait de notre souffrance. Tracy, au moins, avait la décence d'éviter le contact visuel pendant les punitions. Mais Ryan tirait une chaise pour observer. J'ai essayé une fois de faire semblant d'être malade pour aller à l'hôpital et y obtenir de l'aide. Papa a testé si je faisais semblant en tenant un briquet contre mon bras pendant que mes frères regardaient, disant que si j'étais vraiment malade, je serais trop faible pour réagir. « Bonne leçon pour vous, les gars », a-t-il dit pendant que ma peau brûlait. Les femmes mentent sur la douleur pour attirer l'attention. Tracy a quitté la pièce, mais Ryan était resté, fasciné. Plus tard, papa lui a donné son propre briquet pour nous tester quand il nous soupçonnerait de faire semblant. Puis sont venus les colliers électriques qui nous infligèrent de la douleur pour des actions non autorisées. Papa a donné à mes 2 frères des applications de contrôle sur leur téléphone. « Maintenant, vous êtes des hommes », leur a-t-il dit. « Il est temps d'apprendre à gérer les femmes. » Tracy a supprimé l'application après l'avoir utilisée 1 fois et avoir vu ma sœur convulser. Mais Ryan a gardé la sienne, nous électrocutant pour le plaisir même quand papa n'était pas là. Il attendait que nous portions quelque chose de lourd,
puis nous donnait une décharge pour nous voir le laisser tomber. Un jour, Ryan s'est vanté auprès de son ami de nos colliers et l'ami est devenu mal à l'aise. La mère de l'ami a appelé chez nous pour poser des questions. Papa est devenu furieux que nous nous soyons épanchés auprès d'étrangers et nous a blâmés pour l'indiscrétion de Ryan. En guise de punition, il a annoncé que nous déménagerions au sous-sol de manière permanente. Mes frères garderaient nos chambres pendant que nous déménagerions dans ce qu'il avait construit en bas. Il m'a envoyé voir nos nouvelles installations. 3 petites cages boulonnées avec des tubes d'alimentation et des systèmes d'évacuation, ce qui signifiait qu'il n'y aurait plus besoin de demander la permission puisque nous ne pourrions plus bouger du tout. Les serrures électroniques devaient arriver le lendemain. Ryan sera responsable de votre horaire d'alimentation, ma fille. C'est une bonne pratique pour quand il aura sa propre femme. Mon frère de 12 ans contrôlerait si nous vivions ou mourions. Je suis restée là, à regarder les 3 cages métalliques boulonnées au sol en ciment, pendant que papa marchait autour d'elles, en expliquant l'horaire d'alimentation à Ryan. Chaque cage avait une petite porte avec une fente pour la serrure électronique et des tubes descendant du plafond pour l'eau et la nourriture. Mes mains tremblaient pendant que je mémorisais chaque détail de la conception du sous-sol, comptant les pas jusqu'aux escaliers et notant la petite fenêtre près du plafond. Papa a montré à Ryan comment le système d'alimentation fonctionnait en versant de l'eau dans un entonnoir qui se connectait au tube. Ryan a demandé s'il pourrait contrôler la quantité de nourriture que nous recevions chaque jour, et papa a dit que c'était le but de lui enseigner la responsabilité. Les cages étaient à peine assez grandes pour s'asseoir, et j'ai pu voir des marques de rayures sur le métal où quelqu'un les avait testées. Papa a expliqué que le système d'évacuation signifiait que nous n'aurions jamais besoin de sortir des cages une fois les serrures arrivaient le lendemain. Ryan s'est entraîné à utiliser la télécommande que papa avait préparée pour les tests, et les portes des cages s'ouvraient et se fermaient avec un clic. J'ai vu le visage de Ryan s'illuminer d'excitation alors que papa le laissait tenir la télécommande et la tester à nouveau. Le sous-sol semblait plus froid que d'habitude, et j'ai réalisé que ma mère et ma sœur n'avaient pas encore été amenées ici pour voir ça. Papa m'a dit de monter aider maman à préparer le dîner pendant qu'il finissait de montrer la configuration à Ryan. Je suis montée les escaliers, les jambes tremblantes, et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, sortant des casseroles et des poêles. Tracy était sur le canapé, jouant à son jeu vidéo, et il n'a pas levé les yeux quand je suis passée. Les mains de ma mère tremblaient, alors qu'elle me tendait les légumes à hacher, et j'ai vu les bleus sur son poignet de la veille. Nous avons travaillé en silence pendant que les bruits du jeu de mon frère remplissèrent le salon et que la voix de mon père s'élevait du sous-sol. Ma mère m'a regardée pendant 1 seconde, alors que nous remuions les pattes, et ses lèvres ont bougé en silence pour former un mot. Demain. J'ai immédiatement compris qu'elle voulait dire que l'école était notre seule chance d'obtenir de l'aide avant que ces serrures ne nous emprisonnent pour de bon. Nous avons servi le dîner et j'ai vu Ryan décrire l'horaire d'alimentation à Tracy avec un enthousiasme inquiétant. Tracy a déplacé la nourriture dans son assiette et ne nous a regardé ni l'une ni l'autre pendant que Ryan parlait de la gestion des portions. Papa a félicité Ryan pour avoir compris l'importance de gérer les ressources et a dit qu'il ferait un bon mari un jour. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit, fixant le plafond et planifiant comment faire passer un message à quelqu'un à l'école. Ryan dormait dans le lit en face du mien avec son téléphone sur la table de chevet et j'ai pu voir l'application du collier électrique toujours allumée sur l'écran. Toutes les quelques minutes, il se retournait et je restais immobile, terrifiée qu'il se réveille et me trouve éveillée sans permission. J'ai pensé à écrire une note, mais je me suis souvenue de ce qui s'était passé quand ma mère avait essayé avec le caissier. La seule façon serait de le dire à quelqu'un directement à l'école, mais Ryan me surveillait constamment quand nous y étions. Je suis restée éveillée jusqu'à presque l'aube, essayant de trouver comment obtenir au moins 5 secondes seule avec l'enseignante. Le matin est arrivé beaucoup trop vite, et papa a annoncé au petit déjeuner que l'installateur des serrures arriverait à midi. Nous avions exactement 4 heures d'école avant de devoir retourner dans notre prison permanente. Tracy a regardé son bol de céréales et n'a regardé aucune de nous pendant que papa expliquait l'horaire. Ryan continuait de vérifier son téléphone et de montrer à papa des photos de différents horaires d'alimentation qu'il avait trouvés en ligne pour gérer les prisonniers. Le visage de ma mère est resté impassible alors qu'elle nous servait le petit déjeuner, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer quand Ryan a suggéré un système à 2 repas. Papa nous a conduites lui-même à l'école au lieu de nous laisser prendre le bus et a rappelé à Ryan de me surveiller de près. La sonnerie de la première heure a retenti et je me suis assise en cours de mathématiques, le ventre noué et les mains moites. 20 minutes après le début du cours, je me suis tenu le ventre et j'ai levé la main pour demander d'aller à l'infirmerie. L'enseignante a semblé inquiète et m'a écrit un billet de couloir pendant que je me pliais en 2 comme si j'avais mal.
J'ai soigneusement plié le billet et attrapé un crayon sur mon bureau quand personne ne regardait. Le couloir était vide et j'ai marché lentement vers le bureau de l'infirmière, sachant que j'avais environ 30 secondes. J'ai appuyé fort avec le crayon sur le dos du billet de couloir et j'ai écrit AIDECAGUSSOUSSOL en lettres tremblantes. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine former les mots, mais j'ai appuyé plus fort et j'ai continué à écrire. J'ai entendu des pas et j'ai levé les yeux pour voir Ryan qui tournait le coin, me regardant les yeux plissés. J'ai glissé le crayon dans ma poche et j'ai continué à marcher normalement vers le bureau de l'infirmière, essayant de ne pas paniquer. Ryan me suivait à distance et je savais qu'il s'assurait que je ne parlais à personne dans le couloir. La porte du bureau de l'infirmière était ouverte et je suis entrée en me tenant le ventre et lui ai tendu le billet face cachée. Elle l'a retourné pour lire la note de l'enseignante et ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu mon message au dos. Elle m'a regardé, puis Ryan qui se tenait à la porte, et lui a dit fermement de retourner en classe immédiatement. Ryan a hésité. Mais l'infirmière s'est levée et a pointé le couloir d'une autorité qui l'a fait reculer. Elle a fermé la porte et l'a verrouillée, puis a pris son téléphone et a appelé quelqu'un tout en me faisant signe de m'asseoir. En quelques minutes, elle me conduisait dans le couloir vers le bureau du conseiller, où M. Guthrie attendait déjà. Il a lu ma note et m'a regardé avec des yeux sérieux, puis a commencé à me poser des questions prudentes sur ce qui se passait à la maison. Je ne pouvais pas parler, avec Ryan qui écoutait peut-être dehors, alors je hochais ou secouais juste la tête à ses questions. M. Guthrie a écrit tout ce que je lui disais à travers des hochements de tête et des regards, pendant que l'infirmière montait la garde à la porte. Il a pris son téléphone et je l'ai entendu dire « Urgence et danger immédiat » à la personne à l'autre bout du fil. L'infirmière m'a apporté de l'eau et a tenu ma main pendant que M. Guthrie passait appel après appel à différentes personnes. L'infirmière est restée avec moi pendant encore 1 heure pendant que M. Guthrie continuait de passer des appels et d'écrire des choses sur un papier jaune. Il m'a regardé et a dit que les services sociaux viendraient aujourd'hui, mais que je devais rentrer à la maison, normalement. J'avais vraiment mal au ventre maintenant, en pensant à y retourner, sachant ce qui m'attendait au sous-sol. La cloche a sonné pour le déjeuner et monsieur Guthrie m'a accompagnée à la cafétéria, me disant d'agir comme si rien ne s'était passé et que l'aide arriverait bientôt. Je me suis assise à ma table habituelle et j'ai essayé de manger mon sandwich, mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Ryan s'est assis en face de moi et m'a juste regardé sans ciller pendant que je faisais semblant d'être normale et prenais de petites bouchées. De retour en cours de mathématiques après le déjeuner, Ryan a déplacé son bureau plus près du mien et a continué d'observer chacun de mes mouvements. L'enseignante parlait de fractions, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ces cages et l'horloge au mur qui semblait à peine bouger. Chaque minute me semblait 1 heure, et je continuais de regarder la porte, espérant que quelqu'un viendrait me chercher. Mais personne n'est venu. Ryan tapotait son crayon sur son bureau encore et encore, comme s'il décomptait quelque chose, et j'avais envie de crier. La cloche finale a sonné, et mon cœur a commencé à battre fort parce que je savais que papa attendrait. Et j'avais raison. Son camion était sur le parking, au lieu que nous prenions le bus comme d'habitude, et il avait l'air en colère. Ryan a couru et est monté sur le siège avant, tandis que Tracy est montée à l'arrière, regardant son téléphone. Je suis montée la dernière et papa a dit que les serrures étaient arrivées tôt de la quincaillerie. Alors nous irions directement au sous-sol pour tout finir. Mon sac à dos était sur le sol et je me suis lentement baissée, comme si je réparais ma chaussure, et j'ai sorti un stylo de la poche avant. Je l'ai glissé dans ma chaussette pendant que papa regardait la route et que Ryan jouait avec la radio. Le stylo était froid contre ma cheville, mais j'avais besoin de quelque chose pour écrire si je devais entrer dans ces cages. Papa s'est arrêté dans notre allée et nous a tous dit de descendre et d'aller directement au sous-sol car il avait du travail à faire. Le sous-sol sentait le métal et le ciment, et ces 3 cages attendaient là, leurs portes ouvertes comme des bouches. Papa avait une boîte à outils remplie de composants électroniques et a commencé à en sortir des fils et de petites boîtes noires qui devaient être les serrures. Il nous a fait nous tenir toutes les 3 contre le mur et regarder pendant qu'il perçait des trous dans les cadres des cages pour les mécanismes de serrure. Tracy est restée dans le coin avec ses mains dans ses poches et je l'ai vue poser son téléphone sur l'établi quand papa lui a dit de tenir les forêts. La perceuse était si bruyante que mes oreilles me faisaient de mal et ma mère était à côté de moi avec un visage complètement vide, comme si elle n'était plus là. Ma sœur pleurait sans faire de bruit et les larmes roulaient simplement sur son visage pendant que papa travaillait. Il a placé la première serrure sur la cage de ma mère et a appuyé sur des boutons sur une petite télécommande qui la faisait s'ouvrir et se fermer avec un clic. Ryan a observé tout ce que papa faisait et a demandé s'il pouvait tester la télécommande, mais papa a dit pas encore.
La deuxième serrure a été placée sur la cage de ma sœur, et papa l'a testée 3 fois pour s'assurer qu'elle fonctionnait parfaitement. Il était presque fini avec ma cage quand nous avons entendu des pas à l'étage, puis quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Papa a arrêté de percer et a regardé au plafond, comme s'il essayait de deviner qui c'était. Les coups sont devenus plus forts et quelqu'un a sonné plusieurs fois de suite, ce qui a fait que papa a posé ses outils. Il a dit à Ryan d'aller ouvrir et de dire que tout le monde était au travail ou à l'école s'il posait des questions. Ryan a couru les escaliers et nous avons pu l'entendre parler à quelqu'un, mais nous ne pouvions pas distinguer les mots. Papa a repris sa perceuse, mais il a continué de regarder les escaliers toutes les quelques secondes, attendant que Ryan revienne. Nous avons entendu la porte d'entrée se fermer et les pas de Ryan revenant au sous-sol avec une expression d'excitation. Il a dit que quelqu'un des services sociaux était à la porte pour nous demander, mais qu'il leur avait dit de revenir plus tard parce que personne n'était à la maison. Papa a souri, a sorti un billet de 20 $ de son portefeuille et l'a donné à Ryan pour avoir fait un si bon travail. Il a dit que nous devions maintenant travailler plus vite et a pointé les cages avec la télécommande à la main. Ma mère m'a regardée et j'ai vu qu'elle a articulé le mot « non ». Mais papa la poussait déjà vers la première cage. Elle s'est mise à 4 pattes et s'est glissée à l'intérieur, pendant que papa regardait pour s'assurer qu'elle allait jusqu'au bout. La cage était si petite qu'elle ne pouvait pas s'asseoir droite et a dû rester accroupie la tête baissée. Mon père a appuyé sur le bouton et la serrure électronique s'est fermée avec un bruit qui m'a glacée. Ma sœur était la suivante, et elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine ramper. Mais papa l'a attrapée par le bras et l'a aidée à entrer dans la deuxième cage. Elle s'est recroquevillée autant qu'elle le pouvait et s'est couvert le visage avec ses mains. La serrure a cliqué et c'était maintenant mon tour de me glisser dans la dernière cage qui serait ma nouvelle maison. Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à ramper vers l'ouverture en métal, sentant le stylo contre ma peau. Le sol de la cage était des barres de métal froid qui me faisaient mal aux genoux et aux mains pendant que je me déplaçais vers l'arrière, où le tube d'alimentation était suspendu. Papa a appuyé sur le bouton et la serrure a cliqué, et j'ai été piégée à l'intérieur sans moyen de sortir à moins que quelqu'un n'ait cette télécommande. Ryan s'est assis sur la marche du bas et nous a regardés dans nos cages comme si nous étions des animaux au zoo. Tracy était restée dans le coin et n'a regardé aucune de nous. Mais je l'ai vue regarder son téléphone sur l'établi. Papa a commencé à expliquer comment le système d'alimentation fonctionnait et a attaché des tubes en plastique à chaque cage qui leur permettraient de contrôler quand nous mangions ou buvions. Ryan a demandé s'il pourrait être en charge de nous nourrir et papa a dit que c'était une excellente idée pour qu'il apprenne la responsabilité. Papa s'est approché de l'établi et a pris un entonnoir en plastique attaché à des tubes transparents qui ressemblaient à quelque chose d'un laboratoire de science. Il a enfilé le tube à travers le haut de la cage de ma mère et a dit à Ryan de regarder attentivement comment le système d'alimentation fonctionnait. Pendant que papa se penchait pour ajuster les tubes, j'ai senti le stylo dans ma chaussette appuyé contre ma cheville et je me suis lentement baissée comme si je me grattais. Mes doigts ont trouvé le stylo et je l'ai sorti pendant que papa expliquait à Ryan le dosage des portions et les horaires. J'ai appuyé la pointe du stylo contre le sol en métal de la cage et j'ai commencé à écrire « AIDE » aussi fort que je pouvais. Le métal était glissant et le stylo continuait de glisser, mais j'ai appuyé plus fort jusqu'à ce que je puisse voir de légères marques se former. Papa est passé à la cage de ma sœur avec un autre tube et j'ai rapidement écrit nos 3 noms sous « Aide ». Pendant qu'il ne regardait pas, Tracy s'est approchée de l'établi, faisant semblant d'examiner les outils, mais je l'ai vu prendre son téléphone qu'il avait laissé là plus tôt. Il le tenait à ses côtés, et j'ai entendu le doux clic de l'appareil photo pendant qu'il nous prenait en photo dans les cages. Ses mains tremblaient tellement que j'ai pensé qu'il pourrait laisser tomber le téléphone. Mais il a continué à prendre des photos pendant que papa avait le dos tourné. Papa a fini de brancher les 3 tubes d'alimentation et a pris une bouteille d'eau sur l'établi. Il a versé de l'eau dans l'entonnoir au-dessus de la cage de ma sœur, et nous avons regardé l'eau couler à travers le tube. Ma sœur a essayé de boire, mais l'eau est arrivée trop vite, et elle a commencé à s'étouffer et à tousser. Ryan a ri et a dit qu'elle avait l'air drôle en essayant de respirer. Papa lui a dit qu'il était un expert pour comprendre comment contrôler les femmes et que cela ferait de lui un grand mari un jour. La sonnette a retenti à l'étage, puis quelqu'un a frappé assez fort pour que nous puissions l'entendre clairement au sous-sol. Papa s'est figé et a regardé au plafond, puis a dit à Tracy d'aller répondre et de dire que personne n'était à la maison. Tracy a commencé à marcher vers les escaliers, mais s'est arrêtée sur la marche du bas et est restée là. La sonnette a sonné à nouveau et les coups sont devenus plus forts et plus insistants. Nous avons entendu plusieurs voix dehors et le visage de mon père a changé quand il a réalisé que ce n'était pas seulement une personne. Il a dit à Ryan de rester avec nous et de nous surveiller pendant qu'il allait s'occuper de qui que ce soit à la porte.
Papa a couru les escaliers et nous l'avons entendu verrouiller la porte du sous-sol de l'extérieur. Ryan s'est assis sur la 3e marche à partir du bas et a sorti son téléphone avec l'application du collier électrique. Il a appuyé sur le bouton et tout le corps de ma mère a tressailli dans sa cage alors que l'électricité parcourait son collier. Elle a crié et Ryan a ri, disant que c'était mieux que n'importe quel jeu vidéo auquel il avait joué. Il a ensuite électrocuté ma sœur et elle s'est recroquevillée en boule, pleurant pendant qu'il naviguait dans les paramètres de son téléphone. Les voix à l'étage sont devenues plus fortes et nous avons pu entendre papa crier quelque chose sur le fait de devoir voir un mandat et connaître ses droits. Ryan est devenu nerveux pour la première fois depuis que tout cela avait commencé et s'est levé pour aller écouter à la porte. Il a mis son oreille contre la porte du sous-sol, essayant d'entendre ce qui se passait à l'étage. Le téléphone de Tracy a commencé à vibrer sur l'établi, là où Ryan s'était assis plus tôt après l'avoir pris à Tracy. Ryan s'est approché, l'a pris et a glissé pour voir les messages sur l'écran. Son visage est devenu blanc alors qu'il lisait le texte de quelqu'un appelé Madame Parker, demandant si nous allions bien et disant qu'elle avait appelé la police. D'autres messages continuaient d'arriver, disant qu'elle savait que quelque chose n'allait pas et que l'aide était en route. Nous avons entendu de lourds pas au-dessus de nous se déplaçant dans la maison et papa criant à propos de la propriété privée et des violations constitutionnelles. Puis il y a eu un grand bruit, comme si un meuble tombait, et plusieurs personnes parlaient en même temps et des voix de commandement. La porte du sous-sol a soudainement explosé vers l'intérieur, défoncée par un coup de pied, et des policiers ont dévalé les escaliers, les mains sur leurs armes. Ryan a lâché le téléphone de Tracy et a tenté de courir vers l'arrière du sous-sol, mais un agent l'a attrapé par le bras. L'agent a tenu Ryan tout en demandant des renforts et des ambulanciers par sa radio. D'autres officiers sont descendus et l'un d'eux nous a vus dans les cages et a immédiatement commencé à prendre des photos avec son téléphone. Une femme policière s'est agenouillée près de la cage de maman et lui a dit que tout irait bien maintenant et qu'ils allaient nous sortir. Elle a demandé qui avait les clés ou la télécommande pour les serrures et nous avons toutes pointé papa, qui était descendu les escaliers menottés. Les officiers ont forcé papa à leur dire où était la télécommande et il a dit qu'elle était dans sa poche, mais a refusé de dire laquelle. Ils l'ont fouillée et ont trouvé 2 télécommandes, une pour les cages et une pour les colliers électriques. La femme policière a appuyé sur le bouton et la cage de maman s'est ouverte avec un clic et elle a aidé maman à sortir sur le sol du sous-sol. Maman ne pouvait pas se tenir debout car ses jambes étaient engourdies d'avoir été recroquevillées dans le petit espace. Ils ont ensuite sorti ma sœur qui a immédiatement vomi à cause du stress et de la mauvaise eau que papa avait forcée à travers le tube. Quand ils ont ouvert ma cage, je suis sortie en rampant et je leur ai montré ce que j'avais écrit sur le sol avec un stylo. L'officier qui prenait des photos s'est assuré de photographier les mots et nos noms que j'avais gravés sur le métal. Tracy est descendu les escaliers avec un autre officier et a remis son téléphone avec toutes les photos qu'il avait prises. Les ambulanciers sont arrivés et ont commencé à nous examiner pour des blessures. Pendant que la police recueillait des preuves dans le sous-sol, ils ont mis en sac les colliers électriques, les tubes d'alimentation et ont pris des mesures des cages. Ryan s'est assis sur les escaliers en pleurant et en disant « Papa m'a fait tout faire », mais les officiers avaient déjà vu les messages sur le téléphone de Tracy. L'un des ambulanciers m'a enveloppée dans une couverture douce et a pris mon pouls et ma tension artérielle, tout en me demandant si je pouvais sentir mes jambes et mes bras. Tout me picotait et se sentait bizarre d'avoir été recroquevillé si longtemps, mais rien ne semblait cassé ou gravement blessé. Ils nous ont aidés à monter les escaliers une par une car nous étions toutes trop faibles et tremblantes pour marcher par nous-mêmes. Un détective avec un badge sur lequel était écrit « Travis McNeil » a traversé les autres officiers et s'est arrêté net quand il nous a vus. Son visage est devenu blanc et il a immédiatement saisi sa radio pour demander plus d'ambulanciers et a dit quelque chose à propos d'une « réponse prioritaire ». Il a demandé qui avait les clés des cages et nous avons toutes pointé l'étage, où papa criait encore sur la police. McNeil a envoyé 2 officiers chercher la télécommande de papa pendant que les ambulanciers commençaient à travailler sur les serrures des cages avec des coupes-boulons. Le métal était épais et il leur a fallu une éternité pour couper, pendant que maman restait simplement assise là, pleurant et sanglotant. Ma sœur était devenue complètement silencieuse et ne regardait personne. Ils ont finalement coupé la première serrure et ont ouvert la porte de la cage de maman. 2 ambulanciers l'ont aidée à se lever car elle ne pouvait plus bouger ses jambes du tout. Ils l'ont enveloppée dans cette douce couverture jaune et une officière s'est assise à côté d'elle sur le sol. L'officière n'arrêtait pas de dire à maman que nous étions en sécurité maintenant et que personne ne nous ferait plus de mal. Mais maman regardait juste le mur comme si elle n'était plus là. Les ambulanciers se sont ensuite déplacés vers ma cage et ont commencé à couper pendant que je regardais maman se balancer d'avant en arrière. Quand ils ont ouvert ma porte,
J'ai essayé de ramper pour sortir, mais mes jambes ne fonctionnaient pas bien d'avoir été recroquevillée si longtemps. Tout me picotait et j'arrêtais pas de tomber. Une ambulancière nommée Meline m'a attrapée avant que je ne tombe au sol et m'a aidée à m'asseoir contre le mur. Elle a vérifié mon poignet là où papa m'avait agrippé tant de fois. Et les bleus étaient en violet et noirs partout. Elle a pris des photos de tout avec un appareil photo tout en faisant très attention en déplaçant mes bras pour voir toutes les marques. Angela Wooten des services de protection de l'enfance, CPS, est arrivée avec toute une équipe de personnes portant des appareils photo et des sacs de preuves. Il est allé directement dans le coin où papa avait jeté les colliers électriques après nous les avoir enlevés. Il les a ramassés avec des gants et a mis chacun dans un sac séparé, tout en écrivant des notes sur les étiquettes. Son équipe a photographié les cages sous tous les angles et les a mesurées avec un ruban à mesurer. L'un d'eux a trouvé les tubes d'alimentation et a eu l'air de vouloir vomir. Nous pouvions entendre papa à l'étage en train de se disputer avec la police et d'exiger son avocat. Il n'arrêtait pas de crier à propos de ses droits et de sa propriété privée, mais nous avons ensuite entendu le clic des menottes. Ryan pleurait maintenant, et sa voix s'est transmise à travers le plafond. Il n'arrêtait pas de dire que papa l'avait forcé à tout faire, et qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Les ambulanciers ont sorti ma sœur en dernier, et elle ne pleurait même pas, et ne faisait aucun bruit du tout. Ils nous ont emmenés à l'étage une par une sur ces planches oranges, car nous étions trop faibles pour marcher. Dehors, il y avait des ambulances partout avec leurs lumières clignotantes. J'ai vu Tracy assis à l'arrière d'une voiture de police avec un officier qui regardait son téléphone. Tracy lui montrait quelque chose et le visage de l'officier devenait de plus en plus choqué à chaque photo. L'officier a appelé un autre détective et ils ont tous les deux regardé ce que Tracy avait filmé. Ils nous ont emmenés dans différentes ambulances et Meline est restée avec moi pendant tout le trajet. À l'hôpital, ils nous ont d'abord mises dans des pièces séparées pour les examens. Meline a documenté chaque ecchymose, brûlure et marque sur mon corps. Elle était douce mais très minutieuse et a pris des photos de tout pour le dossier de l'affaire. Elle a trouvé des brûlures que j'avais oubliées et des ecchymoses à des endroits que je ne pouvais même pas voir. Elle a mesuré les marques du collier électrique autour de mon cou et les cicatrices du briquet de papa sur mes bras. Elle s'excusait sans cesse de devoir tout documenter, mais a dit que c'était important pour l'affaire. Après l'examen médical, un détective est venu pour m'interroger. Monsieur Guthrie était également là pour me soutenir, ce qui m'a fait me sentir un peu plus en sécurité. Le détective avait un enregistreur et m'a demandé de tout lui raconter depuis le début. Je lui ai parlé de la première nuit où maman a répondu au téléphone sans demander et de la façon dont papa avait fait les nouvelles règles. Je lui ai expliqué qu'il fallait demander la permission pour tout et comment mes frères n'avaient pas à suivre de règles. Je lui ai raconté le fait de rester dans le coin avec les bras levés et la façon dont papa me brûlait avec le briquet. J'ai décrit les colliers électriques et comment Ryan nous électrocutait pour s'amuser quand papa n'était pas là. Je lui ai parlé des cages et des tubes d'alimentation et de la façon dont Ryan allait contrôler si nous mangions. Monsieur Guthrie m'a tenu la main quand j'ai commencé à trembler pendant les pires passages. Le détective a posé des questions très spécifiques sur les dates et les heures, et qui avait fait quoi. Il voulait savoir exactement ce que papa avait dit et fait, et ce que mes frères avaient fait aussi. Il a tout écrit, et m'a fait signer une déclaration disant que tout était vrai. Dans le couloir, j'ai pu entendre maman qui commençait enfin à parler. La défenseure du refuge pour femmes était arrivée, et maman lui racontait tout. Maman a expliqué la note qu'elle avait essayé de donner au caissier au supermarché et comment papa l'avait découvert. Elle a raconté à la défenseure comment papa lui avait rasé la tête en guise de punition pendant que mes frères regardaient. Elle a parlé d'essayer de nous protéger, mais de n'avoir rien pu arrêter. La défenseure a juste écouté et pris des notes et a dit à maman que rien de tout cela n'était de sa faute. Maman a pleuré plus fort quand la défenseure a dit que nous étions courageuses d'avoir survécu. Le médecin a appelé ma sœur ensuite et l'a emmenée dans une autre pièce pendant que j'attendais dans le couloir avec Meline. À travers la porte, j'ai entendu ma sœur pleurer pour la première fois depuis que tout avait commencé et le médecin demandant à une autre infirmière de l'aider à la tenir. Ils ont apporté un équipement spécial pour photographier les brûlures autour de son cou, où le collier électrique avait été trop longtemps et trop serré. Le médecin est sorti au bout d'une heure, l'air très bouleversé, et a dit à Meline que ma sœur avait besoin d'un traitement immédiat pour les blessures infectées qui montraient déjà des signes d'empoisonnement du sang. Elle a été emmenée en chirurgie immédiatement pendant que le médecin expliquait à Angelo que les brûlures étaient au 3e degré par endroit et qu'elle aurait besoin de greffe de peau après qu'ils auraient nettoyé tout le tissu mort. Angela a tout écrit dans son carnet et a passé plus d'appels à son superviseur au sujet du placement d'urgence pour nous. Cette nuit-là,
Nous avons été transférés dans un refuge en centre-ville, pendant que des policiers montèrent la garde devant nos chambres, car papa était toujours en cours de traitement au poste. Le refuge avait de petites chambres avec de vrais lits et des portes qui se verrouillaient de l'intérieur, ce qui a fait pleurer maman à nouveau parce que nous pouvions contrôler qui entrait. Angelo est resté avec nous jusqu'à minuit pour remplir des papiers et expliquer que papa était détenu sans caution, car le juge avait dit que nous étions en danger imminent s'il sortait. Le lendemain matin, 2 détectives sont venus au refuge avec le téléphone de Tracy et ont montré à Angela les vidéos que Tracy avait filmées de Ryan, nous électrocutant encore et encore en riant. Ils ont joué une vidéo où Ryan a gardé le bouton enfoncé pendant 30 secondes d'affilée pendant que ma sœur criait et se faisait dessus. Et la voix de Tracy en arrière-plan disait d'arrêter. Mais Ryan continuait. Le détective a dit qu'ils avaient suffisamment de preuves pour inculper Ryan en tant que mineur et qu'ils le ramasseraient à l'école ce matin-là. Au moment du déjeuner, Ryan était en détention au centre de détention pour mineurs et le juge a ordonné une évaluation psychologique complète pour voir s'il comprenait ce qu'il nous avait fait. Tracy est partie vivre avec notre tante du côté de maman, qui a conduit 6 heures pour le récupérer après que le détective l'ait appelé pour tout lui raconter. Tracy a donné au détective une déclaration écrite sur tout ce qu'il a vu et a promis de témoigner contre papa au tribunal s'ils en avaient besoin. Il avait l'air plus petit d'une certaine manière quand il a serré maman dans ses bras pour lui dire au revoir et lui a murmuré qu'il était désolé de ne pas nous avoir aidés plus tôt. Au refuge, maman a rencontré une avocate que la défenseur avait amenée, qui était spécialisée dans les cas de violence domestique. L'avocate a étalé les papiers de divorce et les formulaires d'ordonnance de non-communication sur la table, mais les mains de maman tremblaient en trop pour tenir le stylo fermement. La défenseure a dû aider à guider la main de maman pour qu'elle signe son nom sur chaque document pendant que l'avocate expliquait que papa n'aurait plus jamais de droit de garde. Maman pouvait à peine écrire sa signature car ses doigts n'arrêtaient pas de se crisper après des années à ne pas avoir eu la permission de tenir des choses. 2 semaines ont passé à vivre au refuge et à aller aux audiences du tribunal et aux rendez-vous médicaux tous les jours. La juge du tribunal de la famille était une femme plus âgée qui a lu toutes les preuves qu'Angelo avait collectées, y compris les photos de nos blessures et les vidéos de Tracy. Papa est apparu sur un écran depuis la prison, vêtu d'une combinaison orange et menottée, pendant que son avocat essayait de plaider pour des visites supervisées. Quand papa a commencé à parler de ses droits en tant que père, ma sœur a couru derrière la chaise de maman et s'est couvert les oreilles, tout en tremblant si fort qu'une shérif a dû lui apporter de l'eau. La juge a accordé à maman la garde complète immédiatement et a signé une ordonnance de protection permanente qui signifiait que papa ne pourrait plus jamais nous contacter, même par l'intermédiaire d'autres personnes. 1 mois plus tard, le procureur est venu au refuge pour nous dire que papa avait accepté un plaidoyer de 15 ans de prison au lieu d'aller en procès. Maman a dit que ce n'était pas assez pour ce qu'il a fait, mais au moins nous n'aurions pas à témoigner et à revivre tout devant un jury. Le procureur a expliqué qu'avec les preuves qu'ils avaient, papa serait certainement condamné, mais les procès étaient durs pour les victimes, en particulier les enfants. 3 mois après notre séjour au refuge, l'affaire de Ryan est finalement passée au tribunal, où il s'est assis à une table avec une expression confuse sur son visage, ne comprenant pas pourquoi il avait des ennuis. La juge a passé en revue l'évaluation psychologique qui disait que Ryan avait été entraîné par papa à voir les femmes comme des objets, mais qu'il comprenait toujours que faire du mal était mal. Ryan a été condamné à rester dans un centre de traitement pour mineurs jusqu'à ses 18 ans avec une thérapie obligatoire et une éducation sur le respect des femmes. Son avocat a essayé de plaider que Ryan ne faisait que suivre les ordres de papa, mais la juge a dit que la vidéo montrait que Ryan appréciait trop notre douleur pour prétendre qu'il faisait simplement la queue. Nous avons commencé à suivre une thérapie au refuge avec une conseillère qui travaillait spécifiquement avec les survivants d'abus et comprenait pourquoi nous ne pouvions pas parler au début. Cette première séance, je me suis assise sur la chaise en tremblant pendant que la conseillère attendait patiemment sans me pousser à parler avant que mon corps ne soit prêt. Elle m'a donné du papier et des crayons pour dessiner ce que je ressentais. Car les mots ne sortaient pas de ma bouche, peu importe à quel point j'essayais. Maman est allée à ses propres séances, où nous pouvions parfois l'entendre crier à travers les murs, alors qu'elle libérait des années de colère qu'elle avait gardées à l'intérieur. 4 semaines après que tout ait pris fin, Tracy nous a envoyé une lettre par l'intermédiaire de notre tante, car il n'était pas encore autorisé à nous contacter directement. Maman l'a ouverte avec des mains tremblantes et l'a lue à voix haute, pendant que nous étions assises ensemble sur son lit, dans notre chambre du refuge. Tracy a écrit qu'il était lui aussi en thérapie, apprenant à quel point les enseignements de papa sur les femmes étaient faux et malades,
et combien il regrettait de nous avoir appelées servantes et de nous avoir regardées souffrir sans aider. Il a dit qu'il faisait maintenant des cauchemars avec la punition du coin et les brûlures, et qu'il aurait aimé être assez courageux pour en parler à quelqu'un à l'école. Quand maman a lu le passage où Tracy disait qu'il nous aimait et qu'il voulait gagner notre pardon un jour, nous avons toutes commencé à pleurer, même ma sœur, qui n'avait pas versé une seule larme depuis le sauvetage. La défenseure nous a apporté des mouchoirs et s'est assise avec nous pendant que nous nous serrions dans nos bras et pleurions pour tout ce que nous avions perdu et survécu. 2 semaines après la lettre de Tracy, la défenseure a frappé à la porte de notre chambre de refuge, tenant une grosse enveloppe des services de protection de l'enfance, CPS, avec des bons de logement à l'intérieur pour un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. La main de maman tremblait alors qu'elle signait les papiers du bail pendant que le propriétaire expliquait le pen dormant et la chaîne, ne sachant pas que ces caractéristiques de sécurité signifiaient plus pour nous que l'appartement lui-même. Nous avons emménagé avec seulement 3 boîtes de vêtements données et quelques assiettes du refuge. Mais maman a testé la serrure 6 fois cette première nuit avant de pouvoir se détendre suffisamment pour s'asseoir. L'appartement était si petit que ma sœur et moi devions partager un canapé-lit dans le salon, mais cela ne nous dérangeait pas car personne ne pouvait nous faire de mal là-bas et nous contrôlions qui entrait. Je suis retournée à l'école le lundi suivant avec un plan de sécurité que la défenseure m'avait aidé à créer, où je devais m'enregistrer auprès de M. McGuffey chaque matin avant le premier cours et à nouveau au déjeuner. Certains enfants regardaient les brûlures en cours de guérison sur mes bras et chuchotaient quand je passais devant leur bureau. Mais mon enseignante a déplacé mon siège à côté de son bureau et a mis en garde quiconque me dérangerait. Le directeur a appelé maman pour lui dire qu'ils avaient affecté une assistante pour m'accompagner entre les cours pendant le premier mois et que Ryan n'était pas autorisé à se trouver à moins de 50 pieds du bâtiment, même s'il était de toute façon enfermé. Maman a commencé son nouveau travail au supermarché 3 semaines après que nous ayons emménagé dans l'appartement, travaillant le quart de l'aube pour réapprovisionner les étagères avant que les clients n'arrivent. Le programme d'emploi du refuge l'avait aidé à postuler, et le gérant connaissait notre situation. Alors, quand maman a été figée le premier jour en voyant un homme qui ressemblait à papa, il l'a laissé prendre des pauses dans le bureau arrière jusqu'à ce qu'elle puisse respirer à nouveau. Elle portait des manches longues pour cacher les cicatrices du collier électrique et une casquette de baseball pour couvrir sa tête rasée, comptant les numéros d'inventaire pour occuper son esprit lorsque l'anxiété la frappait. Il a fallu 3 mois avant que ma sœur ne dorme enfin une nuit entière sans se réveiller en criant à cause des cages. Je lui tenais la main chaque nuit pendant qu'elle s'endormait, fredonnant des chansons que maman chantait avant que papa ne fasse les règles, et lentement, sa prise se relâchait à mesure qu'un vrai sommeil arrivait au lieu des cauchemars. La thérapeute a dit qu'il était normal que le traumatisme apparaisse dans les rêves et nous a donné des techniques comme garder une veilleuse allumée et vaporiser de la lavande sur les oreillers. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé ma sœur encore endormie à 7 ans. Son visage était paisible au lieu d'être tordu de peur et maman a pleuré des larmes de joie en préparant le petit déjeuner. Tracy a commencé à nous rendre visite 1 fois par semaine dans un centre communautaire, avec notre tante qui supervisait, car le tribunal a dit qu'il ne pouvait pas encore être seul avec nous. Lors de cette première visite, il pouvait à peine nous regarder, ses mains tremblant alors qu'il expliquait comment son thérapeute lui enseignait que tout ce que papa avait enseigné sur les femmes était incorrect et malade. Il a apporté des dessins qu'il a faits en thérapie, montrant ses sentiments sur ce qui s'était passé. La plupart du temps, des gribouillis sombres avec de petites figures piégées dans les coins. Notre tante était assise dans le coin, lisant un livre, mais observant attentivement pendant que Tracy nous parlait du programme résidentiel où il vivait maintenant, avec d'autres garçons qui apprenaient à surmonter la masculinité toxique. Il a dit qu'il devait s'entraîner à demander la permission pour des choses afin de comprendre ce que ça faisait. Et un garçon qui avait abusé de sa sœur a dû lui écrire 100 lettres d'excuses. Le détective a appelé un mardi après-midi, pendant que maman était au travail, pour nous dire qu'ils avaient fouillé l'ordinateur de papa et trouvé des plans pour les cages datant de 5 ans. Il avait commandé le métal en ligne pièce par pièce, cachant les achats sur différentes cartes de crédit, et il avait des notes détaillées sur la façon d'entraîner ses fils à contrôler les femmes. Il y avait des courriels à des groupes de droits des hommes, où il se vantait de son « système » et encourageait les autres à essayer des méthodes similaires avec leur famille. Le détective a dit que cette preuve signifiait que papa obtiendrait certainement la peine maximale, car cela montrait des années de planification, pas seulement une colère qui a échappé à tout contrôle. Les cheveux de maman ont poussé si lentement que nous les mesurions avec une règle chaque dimanche, célébrant quand ils atteignaient un demi-pouce, puis 1 pouce, et finalement assez longs pour avoir besoin d'une brosse. Le jour où ils ont été assez longs pour une petite queue de cheval, peut-être 2 pouces dépassant de sa tête,
Elle a pleuré devant le miroir de la salle de bain, pendant que ma sœur et moi la décorions avec chaque pince colorée que nous pouvions trouver au magasin à $1. Elle a porté ses pinces roses et jaunes vives pour aller au travail le lendemain, et son gérant a dit qu'elle était magnifique, ce qui l'a fait sourire pour de vrai, au lieu du faux sourire qu'elle avait pratiqué. J'ai rejoint un groupe de soutien pour enfants au centre communautaire où 8 d'entre nous étaient assis en cercle pour parler de la façon dont nous avons survécu à différents types d'abus. L'oncle d'une fille l'avait enfermée dans un placard pendant des jours d'affilée, tandis que la mère d'un garçon l'avait brûlée avec des cigarettes, et entendre leurs histoires m'a aidé à comprendre que nous n'étions pas seuls à survivre à quelque chose de terrible. La conseillère qui dirigeait le groupe nous a enseigné des stratégies d'adaptation comme la respiration profonde et les exercices d'ancrage dans lesquels nous nommions 5 choses que nous pouvions voir, 4 que nous pouvions toucher, 3 que nous pouvions entendre, 2 que nous pouvions sentir et 1 que nous pouvions goûter. 6 mois après avoir quitté la maison de papa, nous avons eu notre premier jour complètement normal, où personne n'a pleuré, personne n'a eu de crise de panique et personne n'a sursauté à des bruits soudains. Nous avons commandé de la pizza et regardé des films sur la télévision donnée par le refuge. Ma sœur a choisi le dessin animé pendant que maman et moi profitions simplement de la voir se comporter à nouveau comme une enfant normale. Cette nuit-là, nous avons toutes dormi sans cauchemar et nous nous sommes réveillés sans la peur écrasante qui avait vécu dans nos poitrines pendant si longtemps. Maman a été promue superviseure de cartes après 8 mois au supermarché parce que son patron a dit qu'elle ne manquait jamais un jour et qu'elle finissait toujours ses tâches à la perfection. Elle est rentrée à la maison avec une petite augmentation et des avantages sociaux qui comprenaient une assurance maladie, ce qui signifiait que ma sœur pourrait enfin recevoir un traitement approprié pour les lésions nerveuses du collier électrique. Son patron lui a dit qu'elle était l'employée la plus fiable qu'ils aient eue depuis des années, ce qui l'a fait sourire du vrai sourire que nous n'avions pas vu depuis avant que papa ne fasse ses règles. Ma sœur est rentrée de l'école un après-midi, en tenant une enveloppe rose et en ayant peur de nous la montrer. Elle l'a sortie de son sac à dos lentement et maman l'a lue. C'était une invitation à la fête d'anniversaire d'un camarade de classe au bowling le samedi suivant. La défenseure du refuge, qui nous rendait encore visite chaque semaine, a dit que c'était un bon progrès et a aidé maman à remplir le formulaire d'autorisation pendant que ma sœur regardait nerveusement. Ce samedi matin, ma sœur a changé de vêtements 4 fois avant que nous ne l'emmenions au bowling, et les mains de maman tremblaient sur le volant pendant tout le trajet. Nous nous sommes assises sur le parking pendant 10 minutes à regarder d'autres enfants entrer avant que ma sœur n'ouvre finalement la porte de la voiture et n'entre seule. Maman et moi sommes allés au café d'en face et avons passé 2 heures à regarder nos téléphones, attendant que quelque chose de mal se produise, sursautant chaque fois que quelqu'un passait devant notre table. Quand nous l'avons récupérée, elle souriait vraiment et portait un sac de cadeaux, parlant sans arrêt de la façon dont elle avait fait 3 strikes et mangé de la pizza avec les autres enfants. À l'école, Monsieur DGH nous a demandé d'écrire sur le courage pour le cours d'anglais, et je suis restée après l'école tous les jours pendant 1 semaine, écrivant mon histoire dans la salle informatique. J'ai écrit sur le matin où j'ai donné la note à l'infirmière avec Ryan qui regardait, sur la façon dont maman a essayé d'obtenir de l'aide au supermarché, sur ma sœur qui est sortie par sa fenêtre, même en sachant que les alarmes sonneraient. Monsieur McGregor l'a lu pendant sa pause déjeuner, et ses yeux sont devenus humides, et il m'a aidé à l'éditer et à l'envoyer à un concours d'État pour les lycéens. 3 semaines plus tard, la lettre du tribunal est arrivée disant que l'appel de papa avait été refusé et qu'il purgerait les 15 années complètes sans possibilité de libération anticipée. La procureure a appelé maman pour lui expliquer que les photos du téléphone de Tracy et les preuves de ses années de planification signifiaient qu'aucun juge ne réduirait sa peine. Elle nous a également dit que Ryan s'améliorait au centre pour mineurs, suivant une thérapie tous les jours et qu'il pourrait être transféré dans un foyer de groupe dans 6 mois s'il continuait de s'améliorer. La remise des diplômes de Tracy est arrivée en juin et il nous a demandé de venir, même si nous ne l'avions pas vu depuis 2 mois. Nous nous sommes assises au dernier rang de l'auditorium pendant qu'il marchait sur la scène avec sa toge et son mortier. Et quand il a été appelé pour son discours spécial sur la façon de surmonter l'adversité, il a parlé du fait de grandir dans une maison où il a appris que ce qui était mal était ce qui était bien. Il nous a remerciés d'avoir survécu à ce qu'il aurait dû arrêter et a dit qu'il passerait sa vie à se racheter d'être resté silencieux quand nous crions. Notre appartement a commencé à ressembler à une maison après que nous ayons accroché des photos sur les murs, de simples du magasin à $1 de tournesol et de plage où nous n'avions jamais été. Maman a acheté 3 petites plantes pour la fenêtre de la cuisine et les a arrosées chaque matin, souriant lorsque de nouvelles feuilles apparaissaient.
Ma sœur a choisi de la peinture violette pour son côté de notre chambre partagée et nous avons passé tout un week-end à peindre, attacher nos vêtements et à rire quand maman entrait, couverte de points violets. La lettre disant que j'avais gagné le concours d'écriture est arrivée un mardi et elle comprenait un chèque de 500 $. Je l'ai encaissé à la banque où maman avait son nouveau compte et je suis allée directement au grand magasin, trouvant un long manteau d'hiver bleu avec une capuche chaude qui coûtait presque tout l'argent. Maman a pleuré quand je le lui ai donné. Des larmes de vrai bonheur cette fois, disant qu'elle était fière de la force que j'avais acquise, même si je ne me sentais pas forte du tout. Ma sœur a été choisie pour jouer la courageuse princesse dans sa pièce de théâtre scolaire et a pratiqué ses répliques chaque nuit pendant 3 semaines, nous faisant la regarder jouer la scène de combat à l'épée encore et encore. La nuit de la représentation, nous sommes toutes allées, même Tracy, qui a conduit 2 heures pour être là. Et quand elle est montée sur scène avec sa couronne en carton, maman m'a tenu les mains si fort que ça m'a fait mal. Pendant sa grande scène où la princesse sauve le royaume, maman a murmuré que ma sœur était la personne la plus courageuse qu'elle connaissait. Dans son groupe de soutien, maman a rencontré un homme nommé David qui avait également quitté un mariage abusif. Et après 3 mois d'amitié, il lui a demandé s'il pouvait l'inviter à dîner. Il est d'abord venu à notre appartement pour nous rencontrer, nous serrant la main doucement et demandant si nous étions à l'aise avec le fait qu'il sorte avec notre maman, disant qu'il comprendrait si nous avions besoin de plus de temps. Quand maman a tendu la main pour prendre son sac, il lui a demandé s'il pouvait le porter pour elle. Il ne l'a pas pris, mais s'est offert de le faire, et ma sœur et moi nous sommes regardés, sachant que c'était différent. Décembre est arrivé et nous avons acheté un petit sapin de Noël artificiel au magasin d'occasion, le décorant avec des ornements en papier que nous avions faits nous-mêmes. Maman a emballé des cadeaux qu'elle a achetés avec son propre argent de son travail, les mettant sous l'arbre sans les cacher ni les enfermer. Le matin de Noël, nous les avons ouverts quand nous le voulions. Personne n'a demandé la permission ni attendu l'approbation. Ma sœur déchirait le papier pendant que je rangeais soigneusement le mien et maman prenait des photos avec son téléphone. Tracy a reçu sa lettre d'acceptation à l'Université d'État en janvier, choisissant le travail social comme spécialité, car il a dit qu'il voulait aider les enfants à reconnaître les abus et à y échapper. Il nous a montré son essai de candidature sur le fait de grandir en regardant son père nous torturer et ne rien faire. Sur le fait d'apprendre que le silence vous rend coupable aussi. Le jury d'admission a écrit une note disant que son honnêteté et son engagement à changer feraient de lui un excellent travailleur social un jour. Le centre communautaire sentait les vieux tapis de gym quand nous sommes entrés pour notre premier cours d'autodéfense 3 semaines plus tard. Maman nous avait inscrites après avoir vu un dépliant au supermarché et l'instructrice, une petite femme aux cheveux gris, nous a montré comment casser une prise de poignet le premier jour. Ma sœur a pratiqué le mouvement encore et encore avec moi, tournant son corps et libérant son bras jusqu'à ce qu'elle puisse le faire sans réfléchir. Maman a appris à donner un coup de coude en arrière si quelqu'un l'attrapait par derrière, et nous nous sommes toutes entraînées à crier « non » aussi fort que nous pouvions, ce qui était bizarre au début, mais est devenu plus facile. L'instructrice nous a appris à viser les points faibles comme les yeux et la gorge, et comment utiliser nos clés comme des armes entre nos doigts. Nous y sommes allés tous les mardis et jeudis pendant 2 mois, apprenant à esquiver les coups de poing et à donner des coups de pied dans les genoux, et à la fin, ma sœur pouvait me retourner par-dessus son épaule, même si j'étais plus grande. Ce matin, je me suis réveillée à 7h ans et j'ai marché directement vers la cuisine sans attendre personne. J'ai cassé des œufs dans une poêle et j'ai allumé la cuisinière, faisant des œufs brouillés pendant que maman dormait. Quand j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, j'y suis simplement allée et j'ai fermé la porte derrière moi. Ma sœur est sortie et a demandé ce qui sentait si bon, et je lui ai parlé des œufs sans vérifier si j'étais autorisée à parler. Ces petites choses que tout le monde fait sans y penser se sentent énormes pour nous, et notre appartement, avec son pen dormant que nous contrôlons nous-mêmes, est le seul endroit où nous nous sommes sentis complètement en sécurité.